Le parc national du Gros Morne, une terre âpre et magnifique sur la côte ouest de Terre-Neuve. Montagnes et prairies, forêts et fjords. La beauté brute du paysage force l'admiration. Et pourtant, rares sont ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. Le Gros Morne, dont la gestation a duré 500 millions d'années, offre un aperçu unique sur l'histoire de la Terre. Pour les randonneurs et les explorateurs, le parc est un paradis sauvage. Mais la forêt boréale est en danger, menacée par des géants majestueux. Il y a un beau mâle sur la gauche de l'hélico. Gros Morne est l'un des sites géologiques les plus extraordinaires de la planète. Le parc national du Gros Morne. Une merveille naturelle qui s'étend sur plus de 1800 km², à l'ouest de Terre-Neuve. Il fait partie de la chaîne des monts Long Range, une subdivision des Appalaches. Sa formation remonte à plus d'1 milliard d'années. Ce qui fait du Gros Morne une région unique de l'Est du Canada, c'est la diversité et l'ampleur de ses paysages. Les Amérindiens de l'Archaïque maritime furent les premiers à s'installer sur ces terres il y a 5000 ans, suivis par d'autres groupes. Ils dépendaient principalement de la mer pour survivre. Les colons européens arrivèrent au XVIe siècle. Ils eurent à affronter des mers démontées et un climat rigoureux. Mais peu à peu, la pêche et l'abattage des arbres leur assura une existence viable. En 1973, le gouvernement canadien a classé cette région parc national. Dans la partie nord, un glacier a creusé un fjord impressionnant. Ces falaises imposantes, qui semblent sortir des pages du Seigneur des Anneaux, plongent dans l'étang Western Brook. Ici, c'est ainsi qu'on appelle les lacs. Cerné par une muraille de granit massif qui s'élève à plus de 600 mètres, ce fjord a été sculpté par les glaciers il y a plus de 10 000 ans. Lors de la fonte des glaces, la Terre, libérée de cette énorme masse, s'est soulevée. Elle a atteint une hauteur considérable et a isolé le fjord de la pleine mer. Il en résulte un lac étroit et long de 29 km, aux eaux pures et limpides. Un plan d'eau classique est rempli de nutriments dissous, comme des sédiments, des matières végétales,
des produits chimiques, des polluants. Mais l'étang Western Brook est différent. Les scientifiques l'ont classé comme ultra-oligotrophe. Cela signifie que son eau douce est si pauvre en éléments nutritifs et si riche en oxygène qu'elle est considérée comme l'une des plus pures au monde. Depuis le sommet des falaises, des cascades dévalent les parois de granit. La plus impressionnante est appelée la chute de la jument qui pisse. À plus de 335 mètres, c'est l'une des plus hautes de l'est de l'Amérique du Nord. Les chutes de l'étang Western Brook sont alimentées par les lacs, les étangs et les cours d'eau des plateaux de l'intérieur. Ce flot constant érode un lit de roche au creux de la montagne. La lande abrite un fouillis de plantes et d'arbrisseaux. D'une taille ne dépassant pas 1 mètre à l'origine, ils se sont adaptés aux vents violents et à un sol pauvre en nutriments. Au sommet de la chute, on trouve un plateau. Des sentiers naturels sans doute jamais foulés par l'homme sillonnent des tourbières et des collines moutonnantes tapissées de mousse et de lichen. Ils conduisent sans doute à d'autres merveilles. Depuis l'étang Western Brook, dirigeons-nous maintenant vers l'extrémité occidentale de Terre-Neuve. À plus de 330 mètres au-dessus d'une côte déchiquetée,
des falaises abruptes affrontent bravement l'immensité du golfe du Saint-Laurent. C'est l'un des joyaux du Gros Morne, les Green Gardens, ou jardins verts. Les Green Gardens font honneur à leur nom. C'est une étendue herbeuse et verdoyante dominant des eaux d'un bleu profond qui regorgeait autrefois de morues. Des siècles de surpêche ont presque épuisé les stocks et un moratoire a été imposé en 2002. Petite enclave dans l'étendue de la côte sauvage, les Green Gardens couvrent 5 km d'une terre malmenée par le vent et les colères de la mer. Des millions d'années d'érosion ont créé un panorama à couper le souffle, où les formations de roches volcaniques abritent des anses et des criques creusées au cours des siècles. Au fil du temps, le parc a vu de nombreux changements, une augmentation du tourisme et un essor des arts locaux et de diverses festivités. Mais ses caractéristiques géologiques sont toujours aussi imposantes. D'habitude, seuls les oiseaux migrateurs qui nichent sur le rivage ont la chance de voir ce littoral volcanique fertile. Au loin, un piton rocheux détaché du promontoire se dresse fièrement vers le ciel, comme un défi à la violence du vent et de l'océan. Bien au-dessus du rivage, les falaises escarpées laissent place à des collines ondulantes couvertes d'herbe. Durant des siècles, les habitants de la région de la Trout River ont fait paître leurs troupeaux dans ces prairies côtières. Aujourd'hui encore, des moutons élevés en liberté, comme il y a 150 ans, broutent ici, aux confins de la civilisation. Au sud des côtes abruptes du Gros Morne, un paysage désolé qui semble appartenir à un autre monde renferme le secret de l'évolution de la Terre.
Dans les Tablelands, d'anciennes forces géologiques ont laissé à nu le squelette de la planète. C'est ici que les géologues ont confirmé l'une des hypothèses scientifiques les plus importantes des temps modernes, la théorie de la tectonique des plaques. Aujourd'hui, on a compris que la tectonique des plaques est la force qui façonne les continents. La planète est divisée en immenses plaques de croûte terrestre qui sont en mouvement permanent au-dessus du manteau. À certains endroits, elles divergent, à d'autres, elles se heurtent. Et là où les continents se heurtent, des chaînes de montagnes se dressent et des océans disparaissent. Ces monts rocheux se dressent à plus de 600 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les terres dénudées des Tablelands se sont formées au fond d'un océan, il y a près de 500 millions d'années. En convergeant, les continents ont emprisonné le fond océanique entre eux et ont fait remonter ces immenses lames de roches. De nos jours, ces incroyables formations rocheuses sont si parfaitement préservées que les géologues du monde entier viennent au Gros Morne pour les étudier. Les Tablelands sont l'un des rares endroits sur Terre où le manteau terrestre, situé normalement beaucoup plus loin sous la surface, est exposé. Les scientifiques savent que la Terre comporte 3 couches principales. D'abord, le noyau de nickel et de fer solide, entouré de nickel et de fer en fusion. Ensuite, la partie intermédiaire, qu'on appelle le manteau. Des roches spongieuses, pour ainsi dire, qui se déplacent constamment et très lentement. Et nous vivons sur la croûte externe, le mince vernis de roche friable que nous connaissons. C'est le manteau qui est visible dans les Tablelands. Il est principalement formé d'une roche appelée péridotite. Celle-ci est toxique pour les plantes et crée un paysage dépourvu de vie. Jadis profondément enfouies sous la surface de la Terre, ces roches illustrent l'histoire géologique de la planète. C'est l'une des raisons pour lesquelles le parc national du Gros Morne a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987. On voit dans ce parc tous les éléments constitutifs d'un océan qui n'existe plus. On voit le manteau terrestre et la croûte océanique repoussés au-dessus du bouclier canadien. On voit également des sédiments de grande profondeur charriés au-dessus du bouclier. Et on voit aussi les sédiments des hauts fonds et des plages de cet ancien océan que la formation des continents a détruit. Façonnés par les glaciers au cours de millions d'années, les Tablelands offrent aux randonneurs l'occasion unique de parcourir un ancien plancher océanique. C'est comme reculer d'un pas dans le passé. On voit le monde au moment de sa formation. C'est comme marcher dans les cieux.
Bien. On a pour environ 4 jours de nourriture. Ton bol. On a traversé toute la chaîne des Appalaches. Et nulle part on ne trouve un endroit comme celui-ci, où de superbes structures de différentes roches se bousculent en s'élançant vers le ciel. Il y a des points de vue magnifiques avec des fjords splendides qui débouchent sur la mer. Plus de 95 km de sentiers de randonnée sillonnent le Gros Morne. Petites promenades d'une demi-heure dans les plaines côtières ou trek ardus de plusieurs jours dans les monts Long Range, il y en a pour tous les goûts. Il est arrivé que des gens se perdent dans le parc sur les circuits de grande randonnée, comme la traversée du Long Range. Les pistes tracées par les caribous peuvent vous faire dévier de votre route. Il faut avoir un bon sens de l'orientation, sinon on peut se retrouver dans le pétrin. On a déjà dû secourir des gens. Au nord des étendues dénudées et désertiques des Tablelands s'ouvre, sous un ciel toujours changeant, un tout autre paysage, la pittoresque Bonne Bay. Encore plus au nord et à l'intérieur, on trouve la forêt côtière des chutes Baker's Brook. Nous sommes à l'extrémité orientale de la forêt boréale canadienne, un élément essentiel de l'écosystème complexe du Gros Morne. Mais ces forêts si nécessaires pour contrer les effets du réchauffement climatique affrontent une menace à la fois nouvelle et inattendue. Ce que vous voyez est un exemple de ce qui arrive après une invasion d'insectes. Normalement, c'est la force motrice du Gros Morne. Les insectes et le vent détruisent les vieux arbres, ce qui permet à des plus jeunes de pousser. Ici, les arbres sont morts il y a 30 ans, mais la régénération ne s'est pas produite. Parce que les élans broutent tout. Ils empêchent la nouvelle génération de pousser. Les élans ont été introduits à Terre-Neuve à la fin du 19e siècle. Ils ont été importés du Nouveau-Brunswick pour servir de nourriture aux habitants de l'île. Les baumiers, les bouleaux et les sapins leur assuraient une alimentation durable. De plus, leurs prédateurs naturels sont rares. Et dès la création du Parc national du Gros Morne en 1973, ils n'ont plus eu à craindre les chasseurs. Aujourd'hui, environ 5000 élans vivent au Gros Morne. C'est l'une des plus grosses concentrations d'Amérique du Nord. Cette grande densité est surtout due au fait qu'ils n'ont pas été chassés depuis la création du parc. Et 5000 élans dans une zone restreinte, ça mange beaucoup. Un élan peut consommer jusqu'à 25 kg par jour. Mais les plantes suffisamment basses pour qu'ils puissent les brouter sont jeunes. Ils les mangent avant qu'elles aient eu le temps de pousser et de remplir leur fonction vitale de reconstitution de la forêt. À Terre-Neuve, les élans n'ont pas de prédateurs notables. Les ours noirs tuent quelques jeunes, mais les loups ont été exterminés au début du XXe siècle.
La seule chose qui régule les populations en dehors du parc, c'est la chasse. En 2011, face à la destruction de 65 km², soit 10% de la forêt du Gros Morne, Parks Canada a pris une décision difficile. La chasse réglementée est désormais autorisée. Nous terminons une étude du parc qui nous fournira une réponse précise sur le nombre d'élands encore présents après 4 années de chasse. Environ 1600 élans ont été tués au Gros Morne et on commence à voir des signes de régénération des plantes. On constate également que les densités de population d'élans sont moindres dans les zones étudiées. Reste à voir si ce sera aussi efficace dans d'autres secteurs du parc. C'est un travail qu'il faudra poursuivre dans le temps. La direction du parc a planté des arbres, s'efforce de contrôler les plantes invasives et a équipé certains élans de colliers émetteurs pour pouvoir les surveiller. Le programme a pour but d'étudier l'écologie de base des élans, leurs déplacements, leurs habitats, leurs migrations saisonnières dans différents secteurs du parc, ainsi que les conséquences de la chasse. Cela leur fait-il vraiment changer leurs habitudes? On va embarquer dans l'hélico et tâcher de les suivre, si on en trouve. On cherche des individus qu'on a équipés d'un collier il y a 3 ans. On a observé leurs mouvements et les effets de la chasse sur leur distribution et la façon dont ils utilisent l'habitat. Il y a un beau mâle sur la gauche de l'hélico. Il n'a pas de collier. On n'a équipé que des femelles cette année. On est tombé sur lui par hasard. Mais c'est la période du rut. Il n'a pas vraiment peur de l'hélicoptère. Il a surtout envie qu'on s'en aille. C'est ce qu'il nous dit. Les autorités ne doutent pas que le programme sera bénéfique dans les zones ouvertes à la chasse. Il permettra au cycle de régénération de la forêt de ne pas se dégrader davantage. En poussant vers le sud le long de la côte occidentale du parc, on entre dans les forêts protégées de Lomond. Au XIXe siècle, ce site abritait une petite communauté de bûcherons. Armés de haches et de scies manuelles, les hommes travaillaient d'arrache-pied pour couper épicéas et sapins. Ils hissaient ensuite les troncs sur des traîneaux tirés par des chevaux pour les sortir des bois. Un timide soleil d'automne perce les nuages au-dessus de l'épaisse forêt de Lomond. Le bras sud de Bonne Bay, la porte du golfe du Saint-Laurent, apparaît à l'horizon.
D'une profondeur de près de 200 mètres, la baie sépare la grande péninsule du Nord du reste de l'île de Terre-Neuve. Comme son nom l'indique, sa beauté spectaculaire était connue des explorateurs français, basques et anglais. L'un de ses navigateurs, le capitaine James Cook, l'a cartographiée en 1767. Elle s'enfonce de près de 20 km dans les terres, et ses deux bras offraient un refuge aux navires éprouvés par le rude climat du golfe du Saint-Laurent. Nichée à la jonction des bras sud et est de Bonne Bay, se trouve la bourgade de Norris Point. Elle tire son nom de l'un des premiers colons, Neddy Norris. Celui-ci est arrivé ici autour de 1870, mais n'a laissé ni trace et ni descendants. La vie était dure à l'époque. Il n'y avait pas de route. Tout ce qui arrivait ici devait être acheminé par la mer. Les gens savaient ce qu'il fallait faire pour survivre, et ils s'y employaient. Juste en face de Norris Point, un ancien fond marin accidenté surplombe la côte de près d'une centaine de mètres. C'est Shag Cliff, la falaise du Cormoran, ainsi nommée en l'honneur des plus de 200 espèces d'oiseaux du Gros Morne. Passé l'entrée du fjord de Bonne Bay, au sommet d'un pic rocheux, une sentinelle séculaire monte la garde. Le phare de Lobster Cove Head guide les navires qui entrent ou sortent de la baie depuis 1897, avant l'époque des routes et des autoroutes. Par temps clair, la lumière du phare est visible à plus de 12 000 nautiques, soit plus de 22 km. Elle protège les voyageurs et les travailleurs de la mer. On est un peuple de pêcheurs. On aime le poisson, on aime cette vie, on aime entendre le cri des mouettes le matin. Quand on pêche dans ces eaux, on est dans le golfe du Saint-Laurent. Et les conditions sont parfois difficiles, mais on tient le coup. On sait qu'on est là pour gagner notre vie. C'est ce qui compte. Sous les dernières lueurs du jour, de lourds nuages s'étendent au-dessus de Bonne Bay. Au loin, des montagnes se découpent sur un ciel gris acier, symbole de ce paysage sans concession.
En quittant Bonne Bay, près de la limite sud du parc, on découvre l'une des étendues les plus vierges de Terre-Neuve, l'étang Trout River. Au sud, on trouve une vallée basse en pente douce, couverte d'une épaisse forêt d'épinettes blanches et de baumiers battus par les vents du large et les embruns. Au nord s'ouvre l'une des vues les plus spectaculaires du Gros Morne, la beauté dépouillée des Tablelands. Plus à l'intérieur, la forêt verdoyante des Basses-Terres laisse place au majestueux Old Crow, auquel on accède par la piste James Callahan. Son sommet culmine à 540 mètres. Il se couvre parfois d'un épais brouillard qui peut désorienter les randonneurs et les mettre en danger. Le second plus haut sommet de Terre-Neuve s'élève de l'autre côté du ravin, le mont Gros Morne. À 805 mètres d'altitude, il paraît toucher les nuages. Son imposante solitude se reflète dans son nom, le Gros Morne. Un écosystème unique s'est développé sur ses flancs, une toundra arctique, beaucoup plus au sud que son implantation normale. Pour parfaire la touche arctique, un petit troupeau de caribous des bois, le cervidé de Terre-Neuve, se nourrit dans les tourbières herbeuses. Ces caribous sont originaires de Terre-Neuve et du Gros Morne. Ces dernières années, leur population a chuté, sans doute à cause de la baisse des réserves de nourriture et des coyotes qui les chassent parfois. La faune du Gros Morne présente une grande diversité. Beaucoup d'animaux de la forêt boréale et de la forêt arctique sont descendus dans la région. Des lièvres arctiques ou des lagopèdes alpins, beaucoup d'espèces qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi loin dans le sud. Ces caribous sont des animaux intéressants. Ils passent toute leur vie dans l'île de Terre-Neuve. Ils se déplacent à l'intérieur toute l'année pour trouver différents types d'habitats. Le Gros Morne leur convient parce qu'il offre une gamme d'habitats protégés et relativement à l'abri des nuisances, comme les 4x4 et les autres perturbations qu'on rencontre à l'extérieur.
Un caribou peut rester ici toute sa vie, passer une bonne partie de l'été et de l'automne à paître dans les basses terres, puis monter dans la montagne pour mettre bas durant l'été. À l'intérieur du parc, ils trouvent de quoi satisfaire tous leurs besoins. Les randonneurs voient souvent des élans sur les pistes. Si cela vous arrive un jour, pas d'affolement. Vous n'avez qu'à passer à côté et le laisser passer son chemin. Il s'éloignera comme si vous n'étiez pas là. Cela dit, c'est un gros animal sauvage. On n'a jamais eu de problème avec un élan agressif envers un visiteur. Mais un minimum de prudence s'impose avec tout animal sauvage, surtout aussi grand. Des imposants cervidés qui peuplent les monts Long Range, au paysage austère et surréaliste des Tablelands, le parc national du Gros Morne est un trésor naturel et géologique. Le Gros Morne est un paysage sauvage et vierge. Il est d'une extraordinaire diversité. La splendeur des montagnes se juxtapose à l'immensité de l'océan sous la dure lumière du nord qui change constamment. Et nous avons les fjords. Ces bras d'eau spectaculaires entourés de falaises abruptes s'élevant à 800 mètres de haut. Pour une si petite région, il y a une incroyable variété de couleurs, de formes et de lumière. Le Gros Morne détient la clé des secrets de l'évolution de la Terre. Un équilibre fragile a été trouvé ici entre l'un des mammifères les plus splendides de la planète et l'avenir d'une très ancienne forêt boréale. Depuis les chutes vertigineuses jusqu'au plateau arctique alpin, en passant par les collines luxuriantes qui plongent dans la mer, c'est un véritable paradis pour les explorateurs. Un trésor caché au cœur de la côte est du Canada. Les gens reviennent sans cesse au Gros Morne. Il y a une telle variété de paysages qu'il est impossible de tout découvrir en une seule fois. Partout où on regarde, on est subjugué par le panorama. Chaque endroit est différent, magnifique, extraordinaire. C'est à couper le souffle à chaque fois.